Donc tout d'abord, merci d'être venu assister à cette conférence sur les cellules souches. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le site de l'Institut Pasteur de Lille. Donc, comme vous l'a dit Patrick Berche, cette conférence va être scindée en deux. Donc je vais m'occuper de la première partie. Alors, attendez, je regarde, je ne fais pas de bêtises. Voilà, c'est bon. Donc, deux parties. Une première partie dont je vais vous présenter, ce sont les cellules souches utiles. Alors, au début, je les avais appelées les cellules souches normales par différence avec les cellules souches cancéreuses, mais en fait, vous verrez qu'elles sont utiles. Et donc, la deuxième partie, qui sera traitée par Sean, qui est un collègue de l'INSERM, et lui vous parlera des cellules souches, le côté sombre des cellules souches, c'est leur implication dans le cancer, et donc, cette implication les rend extrêmement importantes à étudier, à comprendre et à détruire. Donc, mais ça, c'est Sean qui vous le présente. Alors, ça. Donc, je me présente. Je m'appelle donc Roland Bourrette. Je suis chargé de recherche au CNRS, ici. Donc, je travaille à l'Institut de biologie de Lille, qui est sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille, donc qui est juste à côté. Vous le voyez quand vous arrivez sur le campus. Et je tenais à préciser que la majorité de nos dons, nos fonds, viennent de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire vous et moi. Donc c'était pour les remercier. Alors, je vais faire un petit préambule qui, je pense, est important, c'est de voir un petit peu à quoi sert la recherche fondamentale. C'est important en ce moment, plus particulièrement où on a des problèmes de budget, la société évolue, et on peut se pencher un petit peu sur la recherche fondamentale. Et donc ça, c'est un papier qui est sorti pour les 70 ans du CNRS en 2009. Le CNRS a été créé en 1939. Et ce papier disait « La recherche fondamentale, source de tout progrès ». Alors, on va un peu développer ça, et je vais prendre deux exemples, simplement. Premier exemple, c'est la recherche fondamentale comme source de nouveaux outils. Alors, je prends l'exemple du laser et du maser. Donc, en 1955, donc c'est vieux déjà, Charles Townes et James Gordon inventent le maser et commencent à décrire le laser. Recherche fondamentale, pas de but précis, comprendre donc la nature, comprendre les lois physiques de la nature. 5 ans plus tard, Theodor Medman met au point le premier laser. Et si l'on regarde bien, donc en 2016, soit presque 60 ans après, enfin un peu plus de 60 ans après, à quoi sert le laser? Eh bien, le laser sert à faire de la chirurgie de l'œil. Et donc, on voit comme la recherche fondamentale a complètement transformé quelque chose qui est extrêmement important pour nous, pour la chirurgie de l'œil. Et si on avait cherché pendant 60 ans à améliorer le bistouri, on n'aurait sûrement pas abouti au même résultat. La deuxième chose, c'est la recherche fondamentale pour comprendre les phénomènes et les maîtriser. Et là, je vais prendre l'exemple des oncogènes. Alors tout d'abord, vous savez que les chercheurs travaillent avec des organismes modèles. Alors on a les vers, c'est élégance, peut-être que vous en avez entendu parler, la mouche du vinaigre, Drosophila melanogaster, la souris, mais aussi la poule, le poulet. Alors, M. Rousse, en 1911, a mis en évidence un virus qui donnait des sarcomes, c'est des tumeurs, chez le poulet. Donc il a décrit ça, etc. Et après tout un cheminement d'études, de chercheurs, etc., on est arrivé en 1976, où des chercheurs ont découvert que les oncogènes, c'est-à-dire les gènes qui donnaient le cancer, étaient en fait des versions mutées de gènes cellulaires tout à fait normaux, et des gènes qu'on a tous en nous, et qui sont extrêmement importants. Et j'ai pris un peu cette histoire, c'est pas au hasard complètement, parce qu'une des personnes qui a le plus travaillé là-dessus, et qui a vraiment fait faire un grand pas à cette découverte, c'est Dominique Stéholin, qui, 20 ans plus tard, donc il travaillait donc, aux États-Unis à cette époque, 20 ans plus tard a fondé l'IBL ici à Lille. Et donc il est toujours présent, d'ailleurs il est toujours par là. Et on va fêter les 20 ans de l'IBL dans quelques mois. C'est un pas très très important pour la recherche parce que donc, cette découverte des oncogènes et la compréhension de ces mécanismes, et ça a été récompensé en 1989 par le prix Nobel aux deux chercheurs dans lesquels d'ailleurs Dominique Stéholin a travaillé dans leur laboratoire, c'est Bishop et Warmus qui ont eu le prix Nobel en 1989. Et tout ça, ça aboutit à l'heure actuelle, en 2016, eh bien on a compris ces mécanismes, eh bien ça aboutit à la production, à la réalisation, la création de médicaments anticancéreux que nous utilisons maintenant en clinique de manière en routine.
Et par exemple, je vous donne l'exemple du Glivec, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est un médicament qui est très très utilisé, qui est très efficace dans le traitement de certaines leucémies. Tout ça pour dire donc en conclusion que le monde d'aujourd'hui est bien le reflet de la recherche fondamentale d'hier. Et je pense que les cellules souches est un autre exemple que l'on va développer maintenant. Alors les cellules souches, c'est une notion qu'on a tous. Si on sait que les cellules souches, eh bien on sait qu'avec ces cellules souches, on peut régénérer un animal entier. Alors pas n'importe quel animal, hein, ce sont des animaux très très primitifs, donc les vers plats. Et j'ai pris l'exemple de Macrostomum lignano, parce que en fait, ce modèle va être introduit très prochainement à la suite d'une collaboration entre différentes équipes européennes sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Et c'est un animal modèle qui a un très très grand avenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on coupe la tête de Macrostomum, donc là on reconnaît la tête, on voit ses deux petits yeux ici, bon c'est peut-être pas tellement évident, mais quand on lui coupe sa tête, eh bien l'animal peut régénérer, la tête peut régénérer un animal entier en 10 jours. Et on peut faire, donc les chercheurs ont fait des expériences, et ils sont allés jusqu'à 59 amputations successives, et à chaque fois, on régénère un animal entier. Et ça, c'est dû à une population de cellules souches, les néoblastes. On sait également, enfin on le sait tous, hein, la salamandre, lorsque l'on coupe, donc on peut régénérer une partie du corps. Donc c'est le cas de la salamandre, vous savez tous que si on coupe un membre de la salamandre, qui est le symbole de l'immortalité, hein, comme depuis des années, l'animal peut régénérer une patte à peu près 5 semaines. Et là aussi, c'est encore les cellules souches qui sont responsables. Et là, il y avait un très bon livre qui avait été écrit il y a à peu près une dizaine d'années par un chercheur, un excellent chercheur très très connu français, Axel Kahn, qui avait écrit ce livre, Le secret de la salamandre, la médecine en quête d'immortalité. Excellent ouvrage. Enfin, on sait tous également que les cellules souches sont capables de régénérer un tissu. En effet, tout le monde connaît les greffes de moelle osseuse qui se pratiquent depuis, je crois que les premières greffes ont été faites dans les années 50 à peu près, c'est très ancien. Et on sait que lorsque l'on greffe une moelle osseuse à un patient qui a été irradié, par exemple, pour éliminer sa greffe de moelle osseuse, et qui souffre généralement d'une leucémie ou d'un lymphome, eh bien on peut régénérer un tissu hématopoïétique complet, et donc on peut régénérer un tissu hématopoïétique. Donc tout ça, cette notion de cellules souches, a été étudiée au cours de ces dernières années, et maintenant on connaît un peu mieux ces cellules souches, on peut les travailler, et on aboutit à la médecine régénérative. Alors, mon séminaire va se faire en à peu près 3 grandes parties. La première, c'est définir qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche. Premier point, ça va être très très rapide. Ensuite, on va voir les 3 grandes catégories de cellules souches, avec leur intérêt, mais également leurs limites, leurs limitations. Alors, les cellules souches embryonnaires, les cellules souches adultes, et enfin, la grande vedette de ces dernières années, ce sont les cellules souches induites ou les IPS. Je pense que vous en avez entendu parler. Et enfin, je finirai par quelques succès en médecine régénérative. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Et c'est que le début. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Alors c'est simple, une cellule souche a 3 grandes caractéristiques. La première caractéristique, c'est d'avoir un phénotype très immature. Il n'y a pas de spécialisation. C'est une cellule qui est totipotente ou multipotente, qui n'a pas de spécialisation. On ne peut pas dire c'est une cellule intestinale, une cellule de la peau, on ne peut pas savoir. Elle est très immature. La deuxième grande propriété, c'est que cette cellule doit être capable de donner au moins une cellule fille identique à elle-même. Et c'est ce qu'on appelle l'autorenouvellement. C'est-à-dire qu'on a un stock continu sur des années, voire des dizaines, des centaines d'années. Les mêmes cellules sont identiques à elles-mêmes. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est bien entendu la capacité de se différencier en plusieurs types cellulaires, c'est la différenciation. Une cellule souche doit être capable de donner, ça dépend du type de cellule souche, si elle est multipotente en tout cas, totipotente, elle doit être capable de donner toutes les cellules différenciées de l'organisme, que ce soit une cellule nerveuse ou un globule rouge. Alors maintenant, les 3 grandes catégories de cellules souches. Alors, on a la première, ce sont les cellules souches embryonnaires, qu'on va voir. Ensuite, on passera aux cellules souches somatiques ou adultes, celles que l'on a tous dans notre organisme. Et enfin, donc les cellules souches induites. Alors, chacune de ces cellules a des intérêts, mais également des limites. Alors tout d'abord, les cellules souches embryonnaires, c'est les fameuses cellules ES. Vous avez dû en entendre parler aussi, notamment pour les problèmes d'éthique, pour ce qui est des cellules ES humaines. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une cellule ES? Eh bien, une fois que l'œuf a été fécondé,
On obtient, donc on a une prolifération, on obtient une morula, donc ça c'est de l'embryologie, on obtient une morula, hein, une petite mûre, ressemble à une petite mûre, qui se différencie en blastocyste. Dans ce blastocyste, on a une masse de cellules internes, ici, et c'est cette masse qui va donner l'embryon futur. Alors, pour obtenir des cellules OS, c'est simple, on prend cette masse, on la met en culture in vitro, et c'est là que toute la subtilité du travail, il faut des facteurs de croissance bien définis, des cellules de soutien, et on obtient des lignées de cellules OS qui sont présentées ici. Alors pour vous dire, hein, le blastocyste, hein, voilà une photo un petit peu, un blastocyste humain à 5 jours de développement, hein, post-fécondation, c'est minuscule, hein, c'est à peu près la taille d'un point, si vous avez un livre, c'est le point qui est à la fin de la phrase. Ces lignées de cellules OS, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont capables de se différencier dans tous les types de cellules de l'organisme. Alors, ce n'est pas une découverte très récente, puisque vous voyez que dès 1981, on a isolé les premières lignées de cellules ES chez la souris. Par contre, il a fallu attendre 1998 pour que l'on obtienne des cellules ES chez l'homme. Alors maintenant, voyons voir les avantages, enfin les intérêts et les limites. Alors tout d'abord, ce sont des cellules, je vous les ai dit, totipotentes, c'est-à-dire elles sont capables de donner tous les types cellulaires de l'organisme. C'est normal, elles viennent de l'embryon. Elles sont également faciles à isoler et à maintenir en laboratoire. Il n'y a aucun problème, on peut les cultiver, on en a au laboratoire par exemple, on peut les mettre dans une boîte, il suffit d'avoir le milieu adéquat et les conditions. Elles peuvent être manipulées et modifiées en laboratoire. Et surtout, elles ont été ainsi un outil essentiel à la recherche biologique de ces dernières années, à peu près donc de ces 20 à 30 dernières années. En effet, elles ont permis la réalisation de ce que l'on appelle des souris knockout, KO, c'est-à-dire des souris dans lesquelles un gène peut être inactivé. Alors vous avez un gène, vous ne savez pas à quoi il sert. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors vous pouvez soit l'inactiver, il ne peut plus s'exprimer, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme, ou alors le surexprimer. Alors on savait bien faire, la surexpression on savait bien faire, mais par contre l'inactivation était beaucoup plus difficile. Grâce aux cellules ES, bon je passe un peu les détails, on a pu réaliser ces souris KO. Et là je donne un exemple qui est visuel, mais il y en a des centaines d'exemples. Tous les gènes maintenant importants ont été étudiés par souris KO. Mais là par exemple, on a inactivé le gène de la leptine, qui est une hormone qui régule la satiété. Et comme vous le voyez, donc voilà la souris sauvage, hein, plus. Quand on inactive les deux gènes de la leptine, eh bien on a une souris qui est obèse. Alors après on peut l'étudier, comprendre pourquoi elle est obèse, etc. etc. Et ça a été un moment vraiment clé dans la recherche en biologie. Elles peuvent donc se différencier également en cellules d'intérêt, donc in vitro, et par exemple, c'est le cas le plus classique, hein, que tout le monde parle, ce sont des cellules pancréatiques qui produisent de l'insuline. On y reviendra à la fin de la présentation. Par contre, leurs limitations, elles sont importantes. La première, c'est qu'elles posent un problème d'éthique pour les cellules humaines. Et là, ça a été un grand débat en France, mais surtout aux États-Unis, dans d'autres pays. Est-ce que l'on peut créer des cellules ES humaines à partir d'embryons humains? Est-ce qu'on a le droit de les utiliser? Etc., etc. Les gros problèmes d'éthique. En France, on a le droit d'utiliser des cellules ES humaines, ceci dans un cadre bien défini, avec des contrôles et des instances d'éthique qui contrôlent tout cela. Mais on a le droit de les utiliser si c'est dans un but de recherche qui est validé. Un autre de ces problèmes, c'est qu'elles ne peuvent pas être injectées à l'homme. En effet, on risque d'avoir des tératomes. Donc maintenant, là j'en ai fini un petit peu avec les cellules ES. Passons maintenant à une autre catégorie de cellules souches. C'est une qui nous intéresse beaucoup au laboratoire. Ce sont les cellules souches adultes, qu'on appelle également somatiques, à la différence des cellules ES, ou tissulaires, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dans nos tissus. Alors, il y a un schéma ici qui représente un petit peu où on peut retrouver des cellules souches. Elles sont présentes dans la plupart des tissus. Alors, elles sont présentes dans des tissus qui se renouvellent rapidement, donc par exemple comme le sang. Hein, j'ai rappelé ici la durée de vie d'un globule rouge, hein, c'est 120 jours. Donc tous les 120 jours, il faut régénérer de nouveaux globules rouges. Donc l'intestin, pardon, et également au niveau de la peau. Et puis il y a des tissus qui sont régénérés moins rapidement, comme le cerveau, mais là aussi on a découvert des cellules souches somatiques dans le cerveau, ce qui est assez récent, et par exemple le cœur aussi. Donc ces cellules souches somatiques sont extrêmement importantes puisqu'elles assurent le renouvellement des cellules sénescentes. Donc de notre naissance à notre mort, donc on peut vivre jusqu'à 100, 110 ans, on aura des cellules souches. Et c'est pour ça qu'on a une peau qui est toujours plus ou moins belle, mais en tout cas elle se régénère et on a toujours une peau sur nous. Donc elles assurent ce renouvellement, mais également lors d'un stress. Si par exemple vous avez un accident, une cicatrisation, ou alors une hémorragie, il faut produire rapidement, l'organisme a besoin de cellules, et donc là ce sont les cellules souches qui interviennent.
Une des caractéristiques de ces cellules, c'est qu'elles sont rares, elles sont extrêmement rares. Et c'est là tout le problème de leur étude. Alors, on peut les caractériser par différents aspects. Tout d'abord, elles sont quiescentes, c'est-à-dire que la majorité de ces cellules, c'est le cycle cellulaire, c'est-à-dire qu'on a une cellule, les cellules sont en cycle, et la majorité de ces cellules souches sont quiescentes, c'est-à-dire elles sortent du cycle, elles sont hors cycle, restantes, en attente. Elles ont une morphologie immature, c'est ce que je vous ai dit au départ. Elles expriment des antigènes particuliers à leur surface qui permettent de les isoler, de les étudier. Et elles expriment également des gènes, des protéines qui leur sont spécifiques. Et également, elles sont localisées dans des niches bien particulières. C'est-à-dire dans un tissu, dans la plupart des tissus, elles ne sont pas localisées un petit peu n'importe où, mais dans des niches bien particulières. Alors, ces niches, j'en ai présenté trois exemples. Au niveau de l'hématopoïèse, donc c'est très très étudié, il y a à peu près 2 niches. Au niveau, donc l'hématopoïèse se fait dans les os, donc au niveau à l'intérieur des os. Et donc il y a 2 niches. La niche endostéale, donc on a plutôt les cellules souches hématopoïétiques quiescentes près de l'os, et puis des niches de cellules souches périvasculaires qui se trouvent près des vaisseaux. Et là, c'est plutôt les cellules souches activées qui peuvent passer dans la circulation et produire de nouvelles cellules. Au niveau de la peau, alors on a défini où se trouvaient les cellules souches. C'est au niveau de la bulge région, ça fait une sorte de renflement, au niveau du follicule pileux. Et au niveau de l'intestin, alors c'est assez intéressant. Bon, j'avais une petite vidéo, mais je pense que je vais la skipper, je vais la passer. Où on voit donc ces cellules souches qui se trouvent donc dans la crypte. Donc c'est à la base des villosités donc, qui se trouvent à l'intestin. Tout au fond de cette crypte, on a des cellules souches. Et on a, en même temps que les cellules se différencient, on a une migration. Et cette migration, de la cellule souche jusqu'à la cellule au sommet de la villosité qui va disparaître, qui va mourir, ça dure à peu près 5 jours. Donc vous imaginez un peu le renouvellement extrêmement important de l'épithélium de l'intestin. Alors, ces cellules souches somatiques, elles ont des capacités, elles sont extrêmement résistantes. Alors là, j'ai mis un papier, donc c'est un très bon article dans Nature Communication, qui montre que les cellules souches musculaires peuvent survivre jusqu'à 17 jours post-mortem. C'est-à-dire quelqu'un qui est décédé, on peut retrouver des cellules souches 17 jours après son décès. Donc ces cellules elles sont nées pour être résistantes, puisqu'elles doivent être présentes et résister tout au long de la vie d'un individu. Une autre caractéristique de ces cellules souches, c'est qu'elles vieillissent. Elles vieillissent également. Et donc ça, c'est un papier qui montre que les cellules souches hématopoïétiques accumulent également des mutations. Et donc c'est ce que disait Patrick Berche au début, c'est que nous vieillissons, mais nos cellules souches vieillissent également. Mais elles sont toujours présentes. Alors, un des enjeux majeurs de ces dernières années, ça a été d'isoler les cellules souches adultes. Très difficile parce qu'elles sont rares et on ne les connaît pas. Enfin, on les connaît de mieux en mieux, mais au début, on ne les connaissait pas. Donc il fallait, c'est un challenge, les isoler. Et deuxièmement, une fois qu'on les a isolés, on les caractérisait au niveau moléculaire pour comprendre leur fonctionnement et leur nature. Alors ça, c'est le travail que je fais au laboratoire. Alors, c'est un travail que j'ai initié donc, au cours d'un sabbatique quand j'étais aux États-Unis. Donc j'étais à Seattle au Fred Hutchinson Cancer Research Center, qui est ici. Donc c'est dans le laboratoire de Larry Roschneider. Et donc Larry avait fait un travail, il avait trouvé une protéine qui s'appelle S-CHIP, qui est exprimée spécifiquement dans les cellules S. Et donc il s'est dit, si elle est exprimée dans les cellules S, peut-être qu'elle est exprimée également dans les cellules tissulaires, les cellules souches tissulaires. Donc ce qu'il a fait, c'est une souris transgénique. Bon, c'est peut-être un petit peu du langage de scientifique, mais on fait une souris transgénique, c'est-à-dire qu'on prend un morceau d'ADN avec la région promotrice de cette protéine, qui va contrôler l'expression de la GFP, qui est la Green Fluorescent Protein. C'est une protéine verte qui fluoresce, ce qui permet de repérer, sous lumière UV, les cellules qui expriment cette protéine. Alors c'est très simple, vous allez voir les photos. Donc il a fait des souris transgéniques, qu'on appelle S-chip GFP, et il a regardé si les cellules GFP étaient des cellules souches. Donc la réponse est oui. Donc ça a été publié donc, dans un papier dans Gene and Dev il y a quelques années. Donc S-chip promoteur expression. L'expression du promoteur de S-chip marque des cellules souches activées dans le tissu mammaire. Donc il a regardé le tissu mammaire de ces souris et il a vu des cellules GFP. Il a isolé ces cellules GFP, il les a injectées à une souris jusqu'à un nombre très très limité de cellules. Il est descendu jusqu'à moins de 10 cellules. Et après 3 mois, qu'est-ce qu'il a observé? Alors c'est pas la bonne photo, il y a un petit bug, mais il a obtenu à peu près ça. C'est-à-dire il a obtenu un développement de tissu mammaire complet et fonctionnel. Quand on a repris cette cellule et qu'on l'a croisée avec une autre souris, elle est tombée enceinte, elle est prégnante, et ce tissu greffé s'est mis à produire du lait.
Donc nous, ce qu'on a fait, ce que j'ai commencé à Seattle avec Larry et ce qu'on a continué ici, c'est qu'on a travaillé sur la prostate. Donc là, ce sont des bourgeons prostatiques. Là aussi, on retrouve des cellules GFP. Et je vais vous faire l'histoire un peu plus courte. Là aussi, on a isolé les cellules GFP, on les a injectées et on a obtenu de nouveau un tissu prostatique. Alors bien sûr, c'était de la prostate, donc il ne produisait pas de lait, mais il était fonctionnel également. Donc là, on a deux populations de cellules souches que l'on a étudiées par... on a fait une analyse transcriptomique, donc ce qui est représenté ici. C'est une approche très très classique. Et on obtient une série de gènes que l'on essaye maintenant de comprendre quelle est leur nature, quelle est leur fonction et quel est leur rôle dans les cellules souches. Alors, ce travail a été réalisé par deux postdocs, Hélène Bauderlich et Guillaume Broqueville. Donc maintenant, on va passer, donc c'est la dernière partie au niveau de la dernière grande catégorie des cellules souches. Donc je ne travaille pas là-dessus, mais c'est vraiment intéressant. Ce sont les IPS. Alors les IPS, donc ce sont des cellules souches induites pluripotentes, induced pluripotent stem cells. Alors vous avez vu que on va de l'œuf à l'embryon à l'homme. C'est unidirectionnel. On est tous d'accord là-dessus. Pour les cellules souches, c'est pareil. Donc il y a un modèle qui avait été représenté. Les gens avaient représenté ce modèle. Avec le modèle de la colline. La cellule souche peut dévaler la colline, mais elle ne peut pas remonter la colline. Et plus elle dévale la colline, plus elle se différencie. Et ainsi, la cellule souche donne soit des fibroblastes, des cellules musculaires, des cellules neuronales, etc. Alors tout ça, c'était bien, c'était un beau modèle, on était bien d'accord. Et puis est arrivé ces deux messieurs qui ont obtenu le prix Nobel de médecine en 2012. Alors le premier, c'est Sir John Gurdon, et le deuxième, c'est Shinya Yamanaka. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont montré qu'on pouvait remonter la colline, entre guillemets. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter les travaux de John Gurdon. Donc, il a travaillé, donc c'est un Anglais qui a travaillé là-dessus en 1962. Ça ne nous rajeunit pas. C'est une bonne année. Donc, lui, ce qu'il a montré, c'est que donc il a tout d'abord pris un œuf qu'il a irradié. Il a détruit le noyau. Donc, il n'y a plus de noyau. Il a pris une cellule de tétard, une cellule intestinale, donc très différenciée, qui a des fonctions bien précises, qui n'est pas du tout totipotente, qui sert uniquement aux fonctions intestinales. Il a pris son noyau et il l'a mis dans l'œuf qui avait été détruit, dont le noyau a été détruit. Et il l'a fait se développer et il a obtenu un tétard et une grenouille. C'est-à-dire qu'il a reprogrammé le noyau de cette cellule différenciée. Alors ça aboutit, bien des années plus tard, à quelque chose que tout le monde connaît en 1997, à prendre une cellule différenciée de l'épithélium mammaire d'un mouton et d'obtenir Dolly. Donc tout le monde connaît. Alors, vous savez peut-être pourquoi Dolly? Non? Pour Dolly Parton, ouais, c'est ça. C'était en hommage à la chanteuse américaine Dolly Parton. J'ai pas de photo, dommage. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant, je reviens juste un petit peu en arrière. Maintenant, on fait un peu. Donc ces expériences ont été réalisées avec des moutons, donc au début, avec des souris, des vaches, des cochons, et il a été aussi question de s'intéresser à des espèces en danger. Donc il y a des gens qui ont essayé de régénérer des espèces en danger, comme je crois le loup de Tasmanie, des choses comme ça. Et ça n'a pas été vraiment couronné de succès. Donc voilà les deux grands monsieur qui ont fait Dolly, donc Ian Wilmot et Keith Campbell, qui est malheureusement décédé. Alors maintenant on passe à la vedette, parce que c'est une vedette dans le monde des cellules souches. Donc chez Shinya Yamanaka, qui est japonais. Donc lui a montré, après moult expériences, qu'avec seulement 4 gènes de pluripotence, donc qui sont MYC, OCT, 3-4, SOX2 et KLF4, avec ces 4 gènes, en prenant une cellule différenciée, un fibroblaste de la peau, on pouvait reprogrammer la cellule qui redonnait une cellule souche, et quand on injectait cette cellule souche, c'était comme une cellule ES, on pouvait obtenir une souris. Donc ça, c'est c'est un des grands moments, un moment étoilé dans la biologie. Alors, pour aller un peu plus rapidement, un des grands rôles dans cette reprogrammation, ce sont les phénomènes d'épigénétique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression des gènes sont régulées par des modifications de l'ADN lui-même, donc méthylation de l'ADN, et également l'acétylation ou la méthylation des histones. Les histones, ce sont les protéines qui entourent l'ADN. Donc en fait, ça aussi, c'est un terme important en biologie actuellement, c'est l'épigénétique. Alors pour faire simple, on pourrait dire que reprogrammer, c'est mettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire qu'on prend une cellule qui va être bloquée, des gènes sont réprimés ou non, ou activés.
En fait, quand on reprogramme la cellule avec les 4 gènes, eh bien, on remet tout à zéro et on a une cellule totipotente ouverte à toutes les possibilités. Alors, les intérêts, bon, rapidement, elles sont totipotentes, tous les types de l'organisme avec ces cellules IPS. Elles sont faciles à obtenir à partir de la plupart des cellules différenciées. Alors, j'ai même vu, je ne connaissais pas, mais pour éviter de prélever sur un patient des cellules, eh bien, on peut le faire de façon non invasive. On prend son sang ou même son urine. On prend des cellules épithéliales qui se retrouvent dans l'urine. Elles peuvent être manipulées et modifiées en laboratoire, c'est très simple. Et surtout, elles peuvent se différencier en cellules d'intérêt. Ça, on va voir une application tout de suite après. Et surtout aussi, elles ne posent pas de problème d'éthique, puisqu'elles ne viennent pas d'un embryon humain. Alors c'est un grand espoir pour soigner les patients avec ses propres cellules, mais il y a toujours des risques de mutation et d'anomalies génétiques. Alors c'est ce qui est présenté ici. Il y a des papiers, donc 2014, qui est assez récent, dans Nature et dans Cell, qui sont 2 très bonnes revues, qui montrent qu'il existe des anomalités dans certaines souches, lignées de cellules IPS dérivées de cette façon-là. Donc, on ne maîtrise pas encore complètement. Mais ce sont des cellules qui sont extrêmement utiles. Alors, je vais vous présenter 1 ou 2 exemples. Le premier exemple, c'est un article qui est très récent. Hein. Ça a été publié en janvier 2016 dans Nature également. Donc, où ils ont montré qu'ils ont réalisé des cellules pancréatiques qui produisent de l'insuline. Alors, l'expérience, extrêmement intéressante. Ils prennent des fibroblastes humains. Là, ils utilisent ces gènes de reprogrammation, mais de façon épisomique. Donc, déjà, on élimine un problème parce que quand les cellules s'intègrent dans le génome, ils peuvent réactiver des gènes, des oncogènes. Donc là, avec on a amélioré le système, on n'a plus ce problème-là. Ils obtiennent des progéniteurs qui peuvent amplifier, qui peuvent faire maturer, alors c'est toute la subtilité du système, hein, le milieu de culture, les facteurs, etc. Ils ont injecté ces cellules à une souris, et cette souris produit de l'insuline humaine, et si on induit un diabète en détruisant donc certaines cellules, eh bien cette souris est protégée grâce à ces cellules injectées contre ce diabète. Donc bien entendu, vous avez compris, c'est un espoir pour traiter tous les gens qui sont diabétiques. C'est un espoir, hein. Là on est chez la souris, mais avec des cellules humaines. Un autre apport extrêmement important de ces cellules ES, c'est la réalisation d'organoïdes. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place au niveau du CHR, des organoïdes. Ça, c'est aussi la médecine de demain. Alors, on peut le faire à partir de cellules ES, mais on peut le faire aussi à partir de cellules IPS. Et là, on peut le prendre sur un patient, par exemple. On fait des cellules donc IPS, des cellules totipotentes, et par des artifices de culture, de milieu, etc., on obtient des organoïdes qui ressemblent, en fait, vous allez voir un exemple, à un tissu normal. Et là, on peut étudier, bien sûr, le développement. Hein. Tout ça, on peut l'utiliser pour la recherche fondamentale, hein, bien entendu. Et également, on peut modéliser des maladies. Donc ça, c'est un papier qui a été publié par Lancaster dans Nature, également en 2013. Donc c'est assez récent. Alors moi, je trouve que ça, c'est un des plus jolis papiers, très, très visuel. C'est donc le papier de Lancaster, où ils ont pris des cellules d'un patient. Et donc, en l'occurrence, là, ils s'intéressaient à la microcéphalie. Donc, c'est d'actualité, malheureusement. Hein. Donc, ils s'intéressaient à la microcéphalie. Et donc, à partir de cellules de ce patient, ils ont pu dériver, donc par étapes successives, un tissu cérébral qui mime un petit peu, donc, quand même, globalement, la structure d'un cerveau. Alors, bien entendu, ce n'est pas un cerveau, on est loin de là, mais qui est très proche. Donc, ce qui fait qu'on a un modèle de la maladie. Et avec ça, ils ont mis en évidence dans cet article que la microcéphalie était due à une différenciation neuronale précoce. Mais vous imaginez un petit peu toutes les potentialités qu'il existe avec ce genre d'approche. Alors, un nombre croissant d'organoïdes disponibles, à peu près tous les tissus, on peut faire des organoïdes. Alors, il y en a pour le cerveau, je viens de vous le montrer, mais aussi pour les cellules intestinales ou pour le foie. Donc, et bien entendu, un petit rappel, ça s'ajoute à la peau reconstruite in vitro qui est disponible depuis 30 ans, hein, pour soigner les grands brûlés, par exemple. Également, les IPS peuvent servir à faire des outils donc, pour comprendre les maladies et développer des nouvelles thérapies. Donc, si vous avez une maladie, même une maladie rare, vous pouvez prendre les cellules du patient, faire des IPS, les mettre en culture et puis tester des drogues. Donc, vous avez, au lieu de tester sur le patient, vous pouvez d'abord les tester sur les cellules du patient obtenues en culture. Alors, pour finir, ces IPS, donc, ça c'est un papier qui est très récent, de février 2016, c'est une revue, c'est-à-dire un papier qui fait un peu le point. Hein. On s'assoit, puis on fait le point un peu où on en est. Et donc ça, c'est une revue qui a été faite par Yamanaka, donc, celui qui a eu le prix Nobel en 2012. Alors,
la substantifique moelle de l'article, c'est quoi? C'est que tout d'abord, les mécanismes moléculaires restent à comprendre. Il faut faire encore plus de recherches fondamentales sur les IPS. Mais on a avancé grandement. Mais on avance à grands pas, mais on n'est pas encore au bout. Les résultats, preuves de concept chez Animal, sont très encourageants. Et enfin, les essais cliniques débutent lentement, mais sûrement, et devraient rapidement se développer. Voilà son... Alors moi, ce que j'ai mis, c'est pris de son article. Depuis Gurdon en 62 jusqu'à 2005, voilà un petit peu pas la peine de les détailler, ce qui s'est passé, les grands faits majeurs. Vous voyez, donc il y en a certains, mais regardez ce qui s'est fait en 10 ans. Donc là, on avance maintenant à grands pas, on avance très très vite, et on fait des grands pas dans la bonne direction. Alors maintenant, la bonne direction, la voilà. Je vais essayer de vous présenter. Alors c'est pas mon domaine, hein, je m'y intéresse comme vous à cette médecine régénérative, parce qu'elle est pleine d'espoir pour plein de gens. Alors, je vais commencer, après comme ça le laisser de côté, c'est le côté sombre de la recherche sur les cellules souches. Si vous faites un peu de recherche sur Internet, comme je l'ai fait, comme tout le monde le fait, surtout des fois des gens qui sont touchés par qui ont des gens malades dans leur famille, hein, il y a beaucoup de choses qui se font, et il y a beaucoup d'escrocs avec les cellules souches. Il y a des gens, on met les cellules souches un peu à toutes les sauces. Et il y a une histoire qui est assez édifiante, c'est l'affaire Stamina. Donc ça se passe en Italie. C'est une fondation qui avait été créée en 2009 par un monsieur, Vanoni. Il n'était pas médecin ni scientifique. Il a été autorisé à injecter à des patients des cellules souches de la moelle osseuse, supposées différentes. Je dis supposées parce que c'était un protocole complètement fou, en cellules nerveuses. Et donc il avait des patients qui souffraient de maladies neurodégénératives. Et donc ça a créé une grande polémique, parce que bien entendu, il y a des gens qui se sont levés contre ce genre d'abus, et qui mettaient en danger la vie des patients, même si leur vie était probablement très courte. Et il y a eu une bataille parce qu'il y a eu des familles qui étaient désespérées et qui sont battues pour avoir droit au traitement. Et il a fallu leur expliquer, que les scientifiques se mobilisent, les médecins, les scientifiques, pour leur expliquer que c'était du vent, que c'était pas vrai. Et rendons hommage à cette dame qui a pris de son temps et de son énergie, qui s'appelle Elena Cattaneo, de l'Université de Milan, qui, elle, a réussi, en remuant les ciels et terres, les politiques, etc., à faire arrêter ces essais avec d'autres personnes, suite à une longue bataille qui lui a coûté beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà. Alors maintenant, on va passer au côté positif. Alors il y en a quelques-uns, et puis après, donc ça j'aurais terminé. Alors tout d'abord, en cardiologie, alors j'ai choisi un peu des exemples. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de travaux fondamentaux, quelques essais cliniques, des essais. Alors fallait choisir. Alors j'en ai pris un petit peu des Français pour essayer de nous rapprocher, hein, c'est proche de nous. Alors j'ai pris cet exemple. Donc, vous voyez, c'est assez récent, le 21 octobre 2014. Donc, le professeur Ménaché à l'hôpital Pompidou, qui a pratiqué une greffe de cellules cardiaques dérivées de cellules embryonnaires humaines. Alors, il a pris des cellules embryonnaires humaines, il les a fait se différencier en cellules musculaires, et il a fait un patch qu'il a mis sur le cœur d'une patiente qui avait donc une partie du cœur suite à un infarctus nécrosé. Et il a fait, bien entendu, aussi un pontage coronarien. Donc c'est une patiente qui avait 68 ans. Alors un an après, son état s'est amélioré. Le problème, c'est qu'elle a eu également ce pontage coronarien, donc on ne sait pas exactement si c'est vraiment les cellules souches ou pas. Un des résultats donc, qui a été évoqué, c'est que les cellules auraient plutôt joué un rôle via les substances qu'elles sécrétaient. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier pas dans la bonne direction. Un autre exemple, qui était dans les news de l'INSERM au mois de janvier, donc je ne connaissais pas du tout, alors c'était intéressant, c'est en urologie. Alors les troubles de l'érection après traitement d'un cancer de la prostate. Alors des résultats prometteurs de greffe de cellules souches dans le pénis. Alors je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Alors vous savez que le cancer de la prostate, malheureusement, c'est le premier cancer de l'homme par ordre de fréquence. La prostatectomie, c'est-à-dire on enlève la prostate, c'est le traitement de référence du cancer, de ce cancer-là, dans sa forme localisée. Ça représente quand même 50 000 cas par an. Alors il y a deux complications majeures, outre le cancer. Fonctionnelles majeures qui peuvent altérer la qualité de vie des patients. D'une part, une incontinence urinaire dans 10% et une dysfonction érectile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ça se passe à l'hôpital Henri Mondor. Je ne me rappelle plus le médecin qui a fait ça, mais vous pouvez retrouver sur Internet si ça vous intéresse. Leur objectif, c'était de réparer les vaisseaux sanguins endommagés. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les cellules souches de la moelle osseuse du patient, donc qui est ici, en bloc opératoire. À l'établissement français du sang, ils ont isolé les cellules souches hématopoïétiques. Alors ça, on sait très bien faire. Les cellules souches hématopoïétiques, c'est celles qu'on connaît le mieux et sont faciles d'accès. Ils les ont purifiées et les ont réinjectées donc, aux patients, donc toujours dans le bloc opératoire. Alors c'est
attention, c'est un essai clinique pilote sur seulement 12 patients. Mais le résultat est le suivant, c'est qu'après 6 mois, les patients disent qu'ils ont une amélioration de la qualité de vie. Donc on leur donne un questionnaire et ils le remplissent. Donc là aussi, encore le début de quelque chose. On est loin d'un essai clinique en routine, mais on va aussi dans la bonne direction. Maintenant, des choses qui sont beaucoup plus, je vais finir par des choses qui sont beaucoup plus solides et vraiment qui sont exceptionnelles. Alors ça, c'est aussi des vedettes dans le monde des cellules souches. Cette dame a été élue Madame Cellule Souche de l'année 2015, Graziella Pellegrini. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des cellules souches normales pour guérir des gens qui ont un problème donc, au niveau de la cornée, qui a été brûlée, notamment, plus souvent, c'est des brûlures chimiques de la cornée, c'est-à-dire que les gens sont aveugles. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prélèvent, donc au niveau de la cornée, on a des cellules souches qui sont à la périphérie de la cornée, donc au niveau de ce qu'on appelle le limbe. Et donc ils prélèvent ces cellules, et ils sont arrivés à les mettre en culture, les amplifier, et ensuite les regreffer. Alors, ça va plus loin que l'expérimentation, puisque, comme vous le voyez ici, c'est un nouveau médicament qui a été validé par l'European Medicine Agency, et ça s'appelle Holoclar. Et donc ce qu'ils font, donc, pas rentrer dans les détails, mais ils mettent ces cellules souches et les cellules différenciées sur une membrane de fibrine. Et ils congèlent les cellules d'abord, et après, quand le patient est prêt, ils remettent ça sur de la fibrine, et ils placent ça sur le patient. Et le patient recouvre la vue. Donc là, c'est un médicament, c'est-à-dire que ça marche. Donc ça existe. Le dernier exemple, qui est aussi un problème de santé publique, c'est la DMLA. Donc on connaît tous la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Donc là, je voulais présenter un peu des résultats. On est encore en train de faire de la recherche fondamentale pour cette maladie. Alors là, c'est des cellules ES. Donc c'est un papier qui a été publié en octobre 2015 dans Development. Mais il y en a beaucoup de ce type de papier. Et c'est pour vous montrer qu'en partant de cellules ES humaines, dont je vous ai parlé au tout début, eh bien, après 2 mois de culture en présence d'un facteur qui s'appelle COCO, et donc c'est la recherche fondamentale qui a pu le déterminer, eh bien, ce facteur induit la différenciation des cellules de la rétine. Et quand on prend ces cellules, donc totipotentes, indifférenciées, on obtient des cellules de rétine totalement différenciées et probablement fonctionnelles. Alors, ça va beaucoup plus loin, donc je finirai sur cette diapositive, pleine d'espoir, même si donc le premier essai clinique a été réalisé au Japon, mais il est en pause pour l'instant, et ça, on va voir pourquoi. Donc cet essai clinique pour la DMLA, donc c'est une équipe japonaise du laboratoire Rinkel, et donc ils prennent des cellules du patient. Ils font des IPS, comme je vous ai montré, c'est-à-dire qu'ils reprogramment la cellule, ils obtiennent des cellules souches. Ils les cultivent, comme je vous ai un petit peu montré aussi avant, amplification, différenciation, ils obtiennent des cellules de la rétine. Ces cellules sont injectées au patient et donc, normalement, donc, les cellules colonisent la rétine et reforment une nouvelle rétine fonctionnelle. Alors, ça s'est bien passé pour le premier patient. Donc, le premier patient, je ne l'ai pas mis ici, mais le premier patient va très bien et, comme j'ai compris, a retrouvé une vue tout à fait correcte. Par contre, ils ont arrêté le test pour l'instant, parce que le deuxième patient, comme je vous l'ai dit, il y a des mutations qui se retrouvent dans ces cellules IPS, et ça, c'est un gros problème. Et ils ont retrouvé des mutations dans ces cellules obtenues à partir du patient 2. Donc, par principe de précaution, ils ont arrêté le projet. Mais néanmoins, la machine est en marche, et là, ça ne va pas s'arrêter. Et donc, à la fin d'un des derniers articles donc, de cette équipe, ils disent que leur objectif, ils restent sur cet objectif, c'est que 2019-2020, c'est-à-dire demain, le premier médicament basé sur les cellules IPS sera approuvé. Voilà. Donc j'en ai terminé.